Bonjour, nous sommes le jeudi 4 mars. Nous vous parlons depuis Reims, où il fait 12 degrés, le temps est légèrement couvert, mais ça va se dégager dans la journée. Il est 13h15 et nous allons tenir notre premier engagement, celui de démarrer à l'heure. Alors si nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour parler de Luzerne, et notamment du rapport stratégique de la filière Luzerne, baptisé Luzerne 2026. Alors vous me direz, la Luzerne n'est effectivement pas ce que l'on retrouve généralement sur les plateaux TV, ça fait rarement la une de l'actualité, et pourtant. Alors, effectivement, si ce sujet ne fait pas la une, nous ne sommes pas là aujourd'hui pour autant pour essayer de nous venger d'une quelconque injustice médiatique. Non, vous le savez tous, vous la vivez dans votre quotidien, vous en souffrez. La réalité sanitaire ne nous permet plus de nous retrouver comme nous aimions le faire, comme nous avions eu l'occasion de le faire il y a tout juste 13 mois. À Châlons-en-Champagne, pour le 2e symposium de la Luzerne, où quelques 1200 participants étaient présents. Autre temps, autre réalité, autre réponse. À défaut d'être, par exemple, au Salon de l'Agriculture, qui aurait dû tenir son salon en cette période, nous nous retrouvons par la grâce de la visioconférence et depuis le studio Mézing à Reims pour échanger avec nos invités sur ce sujet de la Luzerne. Chose importante à vous dire, si nous sommes là, tous les 5 réunis, sans masque, c'est parce que tous, nous avons fait un test Covid, heureusement négatif, qui nous permet donc de poser le masque, ce qui ne nous empêche pas pour autant de prendre toutes les précautions sanitaires que la période nous impose. Alors, ceci étant dit, venons-en aux faits et à cette plante exceptionnelle qu'est la luzerne. Une légumineuse qui n'a pas simplement le mérite de nous rassembler aujourd'hui, mais qui est capable aussi de prouesses que nous allons voir avec nos différents invités. La luzerne a de multiples atouts, qu'ils soient agronomiques, environnementaux, protéiniques, économiques ou encore sociétaux. 4 agriculteurs sont là pour nous en apporter témoignages et démonstrations. Ils sont là non seulement pour nous dire tout le bien qu'ils pensent de cette plante, mais aussi nous expliquer de quelle manière elle a pris une place toute particulière sur leurs exploitations respectives. Il est l'un de ces 4 agriculteurs présents. Il est en plus président de Luzerne de France et il va, en préambule, poser le cadre de Luzerne 2026, le nouveau rapport stratégique de la filière, qui représente aussi, on aura l'occasion de le voir, un gros travail de prospective. Éric Masset, vous êtes agriculteur à Vély, dans la Marne. Vous êtes président de Luzerne de France depuis 2014. Je vais vous laisser ouvrir cet événement pour justement peut-être poser un petit peu les grandes lignes de ce rapport stratégique attendu par vous naturellement, mais aussi par l'ensemble de la filière. Oui, bonjour à tous. Il nous a semblé logique, on a eu un rapport stratégique donc en 2015, de nous poser de nous poser des questions. D'abord, qu'avons-nous fait depuis 2015 et comment nous préparer pour travailler et améliorer tous les niveaux de performance de la filière. Alors, nous connaissons nos atouts, hein. Vous le connaissez, je pense aussi, la luzerne est peu gourmande en eau, en intrants, bien sûr reconnue pour ses vertus environnementales, comme la biodiversité d'ailleurs, et la qualité de l'eau, et qui répond vraiment aux attentes sociétales et sanitaires. La luzerne aussi, c'est une légumineuse, riche en protéines, en fibres et en oméga 3, nécessaire aussi au bien-être animal. Et c'est pour l'éleveur un produit fiable et un levier d'autonomie durable et de proximité. Nous avons donc travaillé en présentiel quand c'était possible, il y a maintenant un peu plus d'1 an, et bien sûr en visioconférence depuis les mesures sanitaires. On a fait participer toute la filière, que ce soit le conseil d'administration de la coopération Luzerne de France, donc des élus, des agriculteurs, membres de conseils d'administration de coopératives, mais également les différents comités que nous partageons au niveau de Luzerne de France, que ce soit au niveau de l'agronomie,
de la nutrition animale, des process industriels et de réglementation poussière carbone. Et ce sont des élus et des salariés de la filière qui y participent. Mais on a aussi voulu faire intervenir des personnalités extérieures, comme nos clients ou des partenaires de la filière qui connaissent très bien notre métier, et afin surtout de ne rien oublier. Alors on a travaillé en plusieurs étapes. La première, ça a été de justement voir notre premier rapport stratégique dans 2015, savoir ce qui a été fait. Puis après, nous avons fait émerger et prioriser les objectifs 2026 pour ensuite, dans une troisième étape, analyser les tendances clés et au terme des 25 entretiens que nous avons eus avec des grands témoins, de préciser et confirmer ce que nous voulions faire. Les dernières étapes donc, ont consisté à valider la vision de la coopération Luzerne 2026 pour les années à venir et validée donc par l'ensemble de la filière. Je dois également préciser que toutes les réflexions que nous avons eues, nous sommes vraiment en droite ligne avec les dernières directives européennes, à savoir le Green Deal, donc le pacte vert, mais également la stratégie de la ferme à la fourchette. Pendant cette heure que nous allons passer ensemble, nous allons vous présenter quelques exemples importants de ce travail de prospective. De plus, je dois dire aussi que 2026, c'est une date qui est assez proche et qui engage d'ailleurs les acteurs d'aujourd'hui qui se retrouveront dans quelques années pour analyser tout le travail et tous les engagements que nous avons tenus. Je voudrais aussi en dernier lieu saluer M. Paolo de Castro qui a préfacé notre rapport stratégique. C'est vraiment un signe de reconnaissance de la qualité de ce travail, un signe aussi de la reconnaissance de notre filière par cette personnalité éminente du Parlement européen. M. de Castro a été président de la Comabri et également ministre de l'Agriculture italien. Vraiment un grand merci à M. de Castro. Effectivement, merci à Paolo de Castro, merci aussi Éric Masset. Peut-être juste un petit point que j'ai oublié de vous signaler tout à l'heure. L'idée aussi de ce rendez-vous, c'est d'avoir une forme d'interactivité avec vous toutes et vous tous que nous saluons naturellement derrière votre écran. Et vous dire aussi que vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous souhaitez par SMS en envoyant votre SMS au 06 72 37 39 38. 06 72 37 39 38. Donc n'hésitez pas, nous attendons vos questions, nous garderons un petit temps à la fin pour pouvoir y répondre de la meilleure des manières possibles. Éric, vous avez évoqué effectivement donc Luzerne 2026. On peut ressortir 3 grands axes de progrès que vous avez appelés axes de performance. On va voir ces 3 axes. Le premier concerne l'axe performance environnementale. Pour en parler, je vais me tourner vers Benoît Vacher, qui est agriculteur à Loivre, près de Reims, qui est en GAEC sur une exploitation qui a basculé en bio en 2019. Vous avez aussi la particularité d'avoir une production de tabac, ce qui est une chose relativement rare aujourd'hui. Alors Benoît, pourquoi cet axe de progrès pour la filière? Et puis aussi derrière, un petit peu la question sous-jacente, pourquoi avoir choisi, vous, de parler de ce sujet en particulier? La performance environnementale. En gros, aujourd'hui, on a des citoyens, des consommateurs qui nous demandent de produire autrement. La filière a fait un point sur ce sujet et donc on s'est dit qu'aujourd'hui, ça devait devenir un véritable axe. C'est comme ça, la filière a toujours su prouver sa réactivité. Nous sommes capables de produire autrement et on a décidé de décliner cet axe en 5 sujets particuliers, en 5 objectifs. Le premier, il va s'agir de quantifier les plus-values environnementales de la production de la luzerne. Le deuxième, on va chercher à développer la recherche et développement sur la technologie du numérique qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas encore il y a 10-12 ans, voilà, pour optimiser tout ce qui est récolte en pleine, optimiser tout le process logistique et tout l'aspect économie derrière, donc impact environnemental qu'on peut en bénéficier. Troisièmement, on va chercher à développer les nouvelles techniques de culture, inspirées du bio par exemple, ou de l'agroécologie. On a également du machinisme 2.0 qui émerge également. Il faut absolument qu'on travaille sur tous ces sujets. Point numéro 4,
on veut mettre en musique un plan très ambitieux de réduction volontaire des émissions de CO2. On va chercher également à valoriser toutes ces réductions. Enfin, ce sera le 5e point, on va chercher à atténuer les émissions atmosphériques des nouvelles sources d'énergie renouvelable par un benchmark des différentes techniques disponibles. Pour aujourd'hui, moi j'ai choisi de faire un focus sur l'objectif numéro 1 que nous avons intitulé « Quantifier les aménités de la luzerne dans les systèmes de culture ». Juste un petit mot, on fait un peu de sémantique. Les aménités, pour le public habitué, c'est un petit peu tout ce qui contribue à apporter quelque chose de supplémentaire à l'humanité, à l'environnement. Alors, le planteur de luzerne produit sa luzerne de manière déshydratée pour la filière qui nous intéresse, mais derrière, il y a un tropisme de la luzerne, c'est-à-dire qu'il y a des impacts sur tout ça, des impacts qui sont des plus-values, et donc c'est ce qu'on appelle les aménités, ce sont toutes ces plus-values dont on va parler ensuite, qui permettent de faire de la luzerne une plante un petit peu en marge des autres, ou tout du moins sur sa capacité à avoir un certain nombre de vertus lors de sa production. Dans le milieu où elle est implantée, elle est même considérée par de nombreux acteurs comme la plante la plus vertueuse de celles qui sont cultivées dans nos plaines, notamment ici en partie Champagne. La luzerne, elle est l'amie des pollinisateurs, des abeilles en particulier. On a de très très bonnes relations avec les apiculteurs. La luzerne, elle favorise la qualité de l'eau du fait de son système racinaire. On a de très bonnes relations également avec les agences de l'eau. La luzerne, elle couvre le sol pendant 3 ans. Elle permet de lutter contre l'érosion des sols. Elle nécessite peu d'intrants. Et donc aujourd'hui, on voit l'émergence de nouveaux types d'agriculture qu'on peut appeler l'agriculture de conservation, qu'on peut appeler l'agriculture agroécologique. Ça répond à tous ces objectifs, mais elle répond également à des labels qu'on qualifie aujourd'hui par exemple de HVE, la haute valeur environnementale d'une culture, ou du bio. Pour ma part, comme vous le disiez, effectivement, moi j'ai fait le choix avec mon frère de passer ma ferme en bio en 2019. Je produisais jusqu'à présent 10% de mes surfaces en luzerne. Le fait de produire en bio, je passe à 20% sur ma ferme de surface en luzerne. Donc ça représente bien 1/5 de mes surfaces vont être aujourd'hui produites en luzerne bio. Enfin, il y a un dernier sujet qui est le sujet carbone. L'agriculture devient une solution grâce au piégeage du carbone dans le sol. On a fait une ACV, c'est-à-dire une analyse du cycle de vie, avec Pascal Thiebaud, qui est chercheur à l'INRA de Reims, et les résultats sont bluffants. 1 tonne de luzerne déshydratée produite stocke 400 kg de carbone, ce qui fait ramener à l'hectare un stockage de l'ordre de 4 tonnes à l'hectare sur chaque hectare de luzerne produit. Mais derrière, il faut apporter la preuve de toutes ces plus-values, de ces valeurs ajoutées, pour qualifier la performance environnementale de cette culture de la luzerne déshydratée. Alors justement, oui, qu'attendez-vous de ce travail de quantification, comme on peut l'appeler? On veut être porteur de PSE. Les PSE, ce sont des paiements pour services environnementaux. C'est une rémunération des planteurs de luzerne pour toutes ces actions, pour toutes ces aménités que la luzerne peut apporter. Il s'agit des points évoqués précédemment, donc ça concerne les abeilles, les pollinisateurs, ça concerne la qualité de l'eau, ça concerne le carbone. Donc aujourd'hui, l'objectif de ce plan stratégique, c'est bien de quantifier ces plus-values, ces aménités, et de les prouver pour s'inscrire derrière dans la nouvelle PAC. Aujourd'hui, la politique agricole commune est toujours en discussion à Bruxelles. Et donc, on veut pouvoir quantifier de quelle manière les planteurs de luzerne sont capables d'aller au-delà du respect purement réglementaire du verdissement de la politique agricole commune. Alors, quel montant, on parle un peu d'argent quand même à un moment ou à un autre, quel montant serait selon vous raisonnable, mais aussi, parce que c'est important, socialement acceptable? Alors dans paiement pour service environnemental, il y a paiement, donc effectivement, les planteurs de luzerne souhaitent être éligibles à ces paiements. Aujourd'hui, la filière pense que 200 à 300 euros de l'hectare serait une juste rémunération pour la filière et pour des agriculteurs qui sont prêts à relever ce défi. À titre d'illustration, la filière, en Champagne, va généraliser une pratique qu'on appelle Apiluse sur les 51 000 hectares de production de luzerne en Champagne-Ardenne. Apilus, c'est quoi? On a décidé de manière volontaire de laisser des bandes de luzerne non fauchées, des bandes de 3 mètres de large, non fauchées, pour permettre aux pollinisateurs qui ont du mal à trouver une ressource alimentaire, notamment durant les mois d'été, sur les mois de juin-juillet, afin de leur servir de relais alimentaire. En gros, aujourd'hui, la luzerne est capable de faire une espèce de cantine à ciel ouvert pour les pollinisateurs.
Voilà le genre d'aspect qui permet derrière de justifier des PSE. Alors, j'ai juste vous demander, parce que je vous ai passé un petit peu tout à l'heure, vous avez mis l'accent sur la luzerne, amie des pollinisateurs, sur son rôle dans la lutte contre l'érosion des sols. Je vous ai passé un petit peu vite sur l'approche favorise la qualité de l'eau. Pourquoi finalement elle est plébiscitée, notamment par les agences de l'eau sur les bassins de captage? Alors la luzerne a la capacité à avoir un système racinaire extrêmement profond. Donc derrière, elle purifie le sol, elle est implantée pour 3 ans. Derrière, c'est une légumineuse donc qui ne nécessite pas d'apport d'azote. Au contraire, elle capte l'azote de l'air. Elle est autonome en azote. Et derrière, elle va même jusqu'à restituer cet azote pour les cultures suivantes. C'est une vraie vertu environnementale. Merci Benoît. Nous allons maintenant aborder l'axe performance nutritive et bien-être animal, hein, des mots qui sont porteurs, notamment bien-être animal dans la société d'aujourd'hui. Alors on dit que le client est roi. Ça doit aussi être vrai pour la luzerne, avec de vraies attentes, hein, en termes tout particulièrement de performance nutritionnelle. Alors pour nous en parler, c'est Olivier Morand, qui est exploitant à Faux-Frenay, dans la Marne, grande culture également, avec une petite spécificité, vous faites un petit peu de miscanthus également, ce qui change un petit peu. On va évoquer cet axe avec vous. Qu'en dire? Quels sont finalement les retours que l'on a déjà en la matière? Oui, donc bonjour à tous. La luzerne déshydratée est un produit manufacturé avec des normes sévères parfaitement respectées. Il est donc essentiel que le consommateur soit pleinement satisfait du produit pour le prix payé. D'où cet axe de performance, comment maximiser la valorisation de la luzerne déshydratée avec une attention particulière pour sa contribution au bien-être animal. Je me permets de reprendre mes notes pour vous détailler les 3 objectifs liés à cet axe de performance. Donc, caractériser l'impact de la luzerne déshydratée sur les animaux d'élevage, pousser la segmentation par animal et maximiser la valeur des produits luzerne, et enfin, développer la consommation de luzerne par les chevaux. C'est le dernier point que vous allez notamment plus particulièrement évoquer. Hein. Exactement, c'est sur ce point-là que je vais m'étendre, la consommation de luzerne dans le milieu équin. Donc partant du constat que la luzerne était peu utilisée en alimentation équine, nous avons sollicité l'Aptofield. L'Aptofield, c'est une société spécialisée dans les études en laboratoire et réelles pour l'alimentation équine. Ce qui veut dire des laboratoires au champ, hein, si on l'a fait c'est ça, en écurie avec des tests réels. Donc c'est réellement un programme de recherche ambitieux. L'idée, c'était de lever les verrous de connaissances à l'utilisation. Donc les équipes de chercheurs de l'Aptofield, dirigées par Samy Julian, ont mené donc toute une batterie de tests pour mesurer l'impact de l'introduction de luzerne déshydratée dans l'alimentation des chevaux. Et on a pu déceler, enfin les équipes ont pu déceler un intérêt nutritionnel avec une meilleure digestibilité, la résorption d'ulcères gastriques et la récupération après l'effort. Donc l'Aptofield a démontré scientifiquement que la luzerne déshydratée n'avait pas de contre-indication. Bien au contraire, je l'ai déjà dit, mais j'insiste sur ce point, elle limite réellement les ulcères et les acidoses, avec pour conséquence la réduction des frais vétérinaires. Donc j'affirme que la luzerne est un véritable alicament. Ah ouais, vous dites que la luzerne est bonne pour la santé du cheval. Effectivement, vous évoquez les frais vétérinaires. Est-ce qu'on a des choses concrètes? Alors, on a demandé à Samy Julian, qui a eu la gentillesse de répondre favorablement, de nous en parler, de nous donner son point de vue justement sur cette problématique des frais vétérinaires. Est-ce que la luzerne permet de les réduire? On sait que c'est un poste budgétaire particulièrement important pour les élevages de chevaux. Donc, on écoute la réponse. Alors aujourd'hui, on sait, grâce à des travaux de recherche conduits en France, dans notre équipe et à l'international, qu'inclure de la luzerne déshydratée aux rations des chevaux, soit en plus, soit en substitution d'une partie des céréales de la ration, c'est associé à une amélioration de la santé gastro-intestinale. Alors, les premiers résultats dans notre équipe de recherche sont très encourageants. La luzerne apparaît vraiment comme une solution de prévention, voire même de traitement de certaines maladies digestives d'origine alimentaire. Donc, logiquement, si les chevaux sont en meilleure santé, c'est probable que les frais vétérinaires soient réduits.
Alors, question peut-être qui finalement en découle, que l'on a également posée à Samy Julien, c'est combien de kilos un cheval peut consommer quotidiennement de luzerne? Là encore. Alors, il n'y a pas tellement de limites. Dans certains pays, la luzerne est disponible à volonté sous forme de foin en général. Donc, c'est pas tellement un problème d'en mettre de grandes quantités. Au sein de Lab2Field, on a vérifié il y a 2 ans maintenant que la consommation de grosses quantités de luzerne sous forme déshydratée, on était à 6 kg de luzerne, soit 14, soit 17, soit 25% de protéines par jour, ça n'entraînait pas de perturbation. Et tous les chevaux qui étaient inclus dans l'essai conduit donc en 2019 ont maintenu des paramètres physiologiques normaux avec cette quantité très élevée de luzerne déshydratée. Maintenant, c'est peut-être pas nécessaire d'en apporter autant pour voir des effets bénéfiques. Et même si aujourd'hui on manque de données pour fixer précisément des recommandations nutritionnelles, je dirais comme ça qu'apporter quotidiennement entre 2 et 4 kg de luzerne déshydratée par jour, donc ça semble pertinent, même si ça peut probablement varier en fonction des situations rencontrées. Olivier, Samy ne va pas tout faire. Samy Julien ne fera pas tout. On attend aussi des réponses. Qu'avez-vous fait notamment en termes de communication vers ce marché équin? Oui, donc Lab2Field réserve ses publications à l'occasion de congrès scientifiques mondiaux spécifiques à l'alimentation du cheval. Ensuite, on a le relais des vétérinaires qui sont de très bons prescripteurs dans le milieu. On utilise également des médias traditionnels type presse écrite, mais également, puisque c'est à la mode et ça touche une large audience, les réseaux sociaux avec notamment de courtes vidéos comme celle que l'on a eu l'occasion de visionner à l'instant. Je veux pointer du doigt que l'acceptation de nouveaux résultats scientifiques prend toujours du temps et ça c'est valable pour beaucoup d'autres domaines de recherche. Je vais également vous citer une anecdote. Mes filles pratiquent l'équitation en centre équestre et en échangeant avec le gérant du centre équestre, utilisateur de granulés de luzerne de longue date, il est très content du produit. Il a pu constater que ses frais vétérinaires étaient contenus notamment grâce à l'alimentation. Et effectivement, la preuve par le terrain, ça a une certaine valeur également. Bon, pour conclure, la luzerne est un excellent aliment pour le cheval sans contre-indication. Bon, donc, si vous avez un cheval, si vous voulez porter beaucoup d'espoir, si vous voulez qu'il gagne un jour le Grand Prix d'Amérique, pensez luzerne, c'est très important. Merci, merci beaucoup. Olivier, je m'y perds un petit peu dans mes fiches. Je vais donner la parole maintenant à Thierry Tissu, qui est agriculteur à Cronay, près de Troyes, exploitation grande culture également. Thierry va nous parler, lui, de l'axe de performance socio-économique. Alors, Thierry, une plante qui répond finalement aux nouvelles attentes du citoyen, un produit qui satisfait les consommateurs, qui fait le bonheur de veaux, vaches, chèvres, moutons et on l'a vu, chevaux. C'est formidable. Mais la grande question derrière, c'est qui va continuer à produire de la luzerne et pourquoi? Vous avez raison, Dominique, c'est même la question essentielle. S'il n'y a pas de rentabilité sur cette culture, il n'y aura pas de producteurs. Alors pour y parvenir, on va s'appuyer sur 3 objectifs de filière. Le premier objectif, ça sera de faire partager les atouts de cette culture auprès du grand public, auprès des professionnels, mais surtout auprès des pouvoirs publics. Deuxième objectif, on va travailler en partenariat avec des professionnels. Beaucoup de professionnels sont proches et donnent des conseils à nos éleveurs. Je pense notamment à un conseiller de gestion, je pense à un technicien de culture, je pense à un contrôleur laitier et surtout, plus près des éleveurs, aux vétérinaires. Nous avons aussi besoin de nous appuyer sur des associations environnementalistes. Et on va continuer aussi de toujours travailler avec le réseau des apiculteurs, ce que l'on sait faire depuis de nombreuses années. Alors, vous avez besoin d'ambassadeurs, hein, on l'a compris, mais ce rendez-vous d'aujourd'hui, il y en aura d'autres, on l'espère, est aussi une vitrine. Donc c'est peut-être l'occasion de dire à ces ambassadeurs, de dire à ces agriculteurs quels sont les atouts de la plante et pourquoi il faut demain réserver une partie de ces assolements à la luzerne. Comme vous l'a dit Benoît, la luzerne a de nombreux intérêts agronomiques
On peut même dire que la luzerne, elle est fournisseur de biens publics. La luzerne, parce qu'elle est une légumineuse, elle capte l'azote de l'air et qui est nécessaire à sa croissance. Du coup, on n'a pas besoin d'apporter d'azote minéral sur cette culture. De plus, cette luzerne, elle va avoir 3 années de production et lorsqu'on va la détruire, elle va relarguer doucement pour les cultures suivantes l'azote qu'elle aura capté dans ses racines. Donc, vous voyez, on ne met pas d'azote sur la culture de la luzerne et on en met moins sur les cultures suivantes. Moi, je vois sur mon exploitation, je n'ai que 10% de ma surface en luzerne, ce n'est que 10%. Pourtant, en termes de consommation, je consomme 1 camion d'azote en moins sur mon exploitation. Pour l'agriculteur aussi, il y a un autre avantage. Elle nécessite peu de temps de travail. On implante le mieux possible la première année et ensuite, pendant 3 ans, on ne travaille plus le sol. D'autant plus qu'au niveau de nos coopératives de déshydratation, il y a une petite particularité, c'est que ces coopératives gèrent la récolte elles-mêmes. Donc elles vont passer 4 fois par an, et ce pendant 3 ans. Donc on voit bien qu'on a un impact de mécanisation qui sera beaucoup plus faible sur cette culture que sur les autres cultures. On aimerait que les conseillers de gestion, les centres de gestion en tiennent compte, parce que ce sont des charges en moins pour l'agriculteur, et ça n'est pas toujours retranscrit dans les analyses de marge qu'ils nous font. D'autant plus que sur plusieurs années, on voit qu'on a des charges en moins sur les cultures suivantes. Et donc ça, c'est important de le prendre en compte. Pour autant, cette culture, malgré qu'elle ait beaucoup d'avantages, on voit que la rentabilité est toujours un petit peu en deçà de certaines cultures. Ce qui a été mis en place par rapport à la politique agricole commune, c'est qu'on touche une aide découplée, une aide à l'hectare. Il est très important que cette aide perdure pour les années à venir. Que dire finalement à l'éleveur, d'une part, hein, qui vous fait confiance, et aussi au-delà aux citoyens qui, en quelque sorte, le consommateur final? Quel message à passer? Le consommateur, lorsqu'il met sa petite casquette de citoyen, il se dit que la luzerne, elle coche toutes les bonnes cases au niveau environnemental et il trouve que la luzerne, elle est super. Par contre, dès qu'il reprend son porte-monnaie en main, et celle du consommateur, il n'est pas toujours prêt à mettre le prix, le bon prix, le juste prix, qu'on estime être le juste prix, celui qui sera en adéquation avec ses exigences environnementales. Pour l'éleveur, le consommateur éleveur, lui, lorsqu'il achète de la luzerne, il achète d'abord de la protéine. Il achète aussi de la fibre qui est facilement digestible. Mais lorsqu'il achète de la luzerne, il sait qu'il a un produit 100% français. Il sait aussi qu'il a un produit qui est non OGM. Il a aussi un produit qui est tracé. La luzerne a cette caractéristique, c'est qu'elle est facile à distribuer, elle est facile à stocker, ce qui génère moins de pertes. Et autre avantage qui a été cité précédemment, c'est qu'elle a un effet très bénéfique sur le système digestif des animaux, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de frais de vétérinaire derrière ça. Mais l'éleveur, il est quand même contraint dans sa capacité à acheter le bon prix, la luzerne, par le prix que lui-même va vendre ses produits. Alors, on le sait depuis quelques années, le périmètre géographique des régions a évolué. La Champagne-Ardenne fait aujourd'hui partie du Grand Est, mais la Champagne-Ardenne a cette particularité, c'est d'accueillir 80% de la production de luzerne française. Quel est l'impact sociétal finalement de cette culture pour ce territoire ? La luzerne, on vous l'a dit, hein, c'est un aliment qui est essentiellement destiné à l'alimentation animale. Et la luzerne est produite dans nos régions. Notre région, elle a été longtemps autoconsommatrice de la production qu'on avait en luzerne, mais pour autant, les élevages ont disparu de nos régions. Donc du coup, nos coopératives de déshydratation nous ont permis de continuer à produire cette culture parce qu'on a gagné en termes de logistique en séchant le produit, on a étoffé notre gamme de produits. Non seulement on a réussi à maintenir notre culture, mais on a réussi à développer nos outils industriels. Et on a donc pu créer encore davantage d'emplois.
Ça, c'est quelque chose de très important dans nos régions parce qu'on est toujours dans les petits villages de zones rurales et ça donne l'aspect emploi donne beaucoup de sens. C'est du concret et ça donne beaucoup de sens à nos demandes. Oui, c'est environ 1000 emplois quand même dans le milieu rural en plus, hein, ce qui est loin d'être anodin quand même pour l'équilibre de nos territoires. Peut-être un petit mot sur l'impact plus personnel de cette culture dans votre exploitation, dans votre propre exploitation. Oui, bah déjà, je bénéficie comme tous mes collègues des aspects positifs qui ont été cités précédemment. Un petit aspect supplémentaire, c'est le côté biodiversité. Mes enfants sont apiculteurs, amateurs, et ils profitent pleinement de la biodiversité apportée par la luzerne, surtout pendant la période estivale et automnale, qui sont des périodes de disette alimentaire. Il n'y a plus de fleurs à cette époque-là. Donc du coup, une des rares cultures à apporter ces fleurs et capable de nourrir nos abeilles, c'est la luzerne. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, les apiculteurs professionnels d'autres régions telles que le nord de la France font une sorte de transhumance avec leurs ruches et viennent les apporter auprès de nos cultures pour bénéficier de cette ressource alimentaire. Et il y a une ferme aux valeurs environnementales, donc oui. Ça a quand même, ça y contribue. Ah, évidemment, donc... il y a combien de fermes aux valeurs environnementales en France? Donc, quand j'ai fait ma certification il y a 3 ans, on n'était que 42 en termes grande culture. Hein. Ouais. On n'était que 42. Là, maintenant, on doit être à pas loin de 300. Mais ça reste quand même assez rare. Et, ce que vous nous disiez, c'est que sans la luzerne, vous ne seriez pas parvenu à relever ce défi? Oui, parce qu'il y a des critères qui sont très importants. Ce sont déjà des critères en termes de zones de non-traitement. Il y a peu de cultures qui permettent de ne pas faire de traitement sur cette culture, donc la luzerne en fait partie. Il y a des critères aussi qui sont retenus, qui sont la balance globale azotée, c'est la consommation d'azote qu'on a sur nos exploitations et les sorties d'azote qu'on a aussi. Et bien ça, la luzerne, le fait qu'elle soit une légumineuse, elle a un gros aspect positif. Et le troisième critère qui est retenu, ce troisième critère, c'est la baisse des traitements qu'on fait sur notre exploitation en termes généraux. Et donc la baisse des IFT, et ça, sans la luzerne, j'y serais jamais parvenu. Merci Thierry, et merci plus largement à vous quatre pour vos propos et pour votre enthousiasme. Hein. L'exercice est jamais simple, hein. Vous êtes plus souvent sur le tracteur que sur les plateaux TV, mais vous avez su mettre en avant les atouts de cette plante. Alors, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers, je reviendrai certainement vers vous tout à l'heure au gré des questions SMS qui sont, je crois, en train de s'accumuler. Alors, en vous écoutant les uns les autres, on a le sentiment que la filière est plutôt dans de bonnes mains. Et je ne doute pas que ce soit un avis partagé par le président, par Éric Masset. On va continuer avec lui pour évoquer ce projet stratégique qui a représenté beaucoup d'heures de travail. Que pensez-vous finalement, Éric, à la lumière un petit peu de ce qu'on a déjà pu échanger, que pensez-vous de ces échanges et que pensez-vous de cette génération qui sera encore aux commandes en 2026 lorsque le plan stratégique sera réalité? Mais moi, je n'en pense que du bien, hein. Et puis, vous voyez, je suis quand même un président heureux. Je suis bien entouré par cette génération d'agriculteurs. Et je les remercie encore pour leur implication. Et je ferai une petite parenthèse. On a vraiment, cette semaine du Salon de l'agriculture virtuel, l'agriculture plurielle. Olivier n'en a pas parlé, mais lui, son exploitation, en fait, est dirigée vers l'agriculture de conservation des sols. On entend de plus en plus parler. Thierry, lui, il est sur la HVE, la haute valeur environnementale. Hein. Il l'a dit, il y a très peu d'agriculteurs en France qui sont certifiés. Benoît, lui, de son côté, c'est l'agriculture biologique. Donc des systèmes qu'on pourrait dire un peu différents, mais ils ont tous une spécificité. Ils ont besoin de la luzerne pour faciliter justement leur choix d'exploitation. Et c'est vraiment ce qu'on peut retenir un peu de leur implication. Alors, bien sûr, il était important qu'ils soient impliqués, parce que c'est eux vraiment qui seront encore là dans une dizaine d'années et qui vont vraiment toucher les fruits un peu de cette prospective Luzerne 2026. C'est eux qui vont œuvrer donc, pour ce plan stratégique. On a aussi aujourd'hui un sujet qu'on a travaillé aussi dans ce plan, c'est le renouvellement de génération. Alors, je ne doute pas aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui rentrent dans les conseils d'administration de coopératives, mais on a besoin aussi de féminiser
les conseils d'administration. Alors, on a de gros efforts à faire. Bon, on pourrait se rassurer en se disant qu'on n'est pas les seuls secteurs économiques à avoir ce problème-là. Mais je voudrais vous annoncer, faire un appel aux candidatures féminines pour des postes d'administratrices dans les conseils d'administration. Nous, en tout cas, on est très volontaristes et on vous accueillera avec une grande volonté. Alors, on parle de femmes, on parle d'hommes, on parle de gens humaines. On l'oublie un petit peu trop souvent, mais le rapport le rappelle avec justesse. La Luzerne a aussi la capacité d'apporter une réponse en termes de consommation humaine. Alors, c'est un axe stratégique anodin ou important, voire essentiel pour la filière? Bon, j'ai envie de dire les trois à la fois. Je suis souvent interpellé, surtout par les élus, sur cet aspect de la Luzerne dans l'alimentation humaine. On y travaille depuis les années 90, je crois que ça doit être 1993, et à ce moment-là, on travaillait beaucoup avec les ONG, les organisations non gouvernementales, pour les pays en malnutrition, et donc qui pouvaient amener l'EFL, l'extrait foliaire de Luzerne. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, vous prenez de la luzerne au champ, fraîche, vous la pressez, vous en sortez un jus, vous retirez l'eau, ça tombe bien, c'est notre métier, déshydrateur, et à ce moment-là, vous obtenez le FL, donc qu'on appelle aujourd'hui l'usuxine, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors le concept est simple, je vous l'ai dit, mais c'est surtout l'explication qui est simple, parce que sa mise en œuvre est bien plus complexe et nécessite bien sûr un grand savoir-faire. Alors la lusuxine, aujourd'hui, c'est un produit que l'on connaît depuis les années 90, très riche en protéines, en oméga 3, en vitamines, en minéraux. Les ONG étaient fortement intéressées, sont toujours intéressées par la lusuxine parce qu'elle prévient les problèmes de cécité chez les enfants, parce qu'elle est riche aussi en vitamine A. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a l'autorisation de mise sur le marché dans nos pays occidentaux. Donc on a eu l'autorisation par l'autorité européenne de sécurité des aliments et on peut commercialiser donc la luzerne, la lusuxine pour l'alimentation humaine. Alors pour les spécialistes, la lusuxine, ça ressemble à un profil très proche de la spiruline. Pour ceux qui veulent en acheter aujourd'hui, on peut en trouver sur les sites marchands là, sur Internet, je ne vous donne pas de nom, vous les connaissez. Et puis ceux qui veulent aussi un petit peu plus loin, allez sur un site Internet lusuxine, vous en apprendrez beaucoup. Donc c'est www.lusuxine.fr. Merci Eric. Bon, on reviendra pour la conclusion. Il nous reste quelques minutes pour répondre à des questions qui nous ont été adressées. Alors je vais vous proposer d'en choisir quelques-unes. Je me penche un petit peu pour regarder le tableau. Luzerne et bio, ça revient visiblement assez souvent. Ça marche et pourquoi? Alors pour y répondre, peut-être Benoît, presque naturellement. Ouais, Luzerne et bio. Un petit rappel, le bio c'est quoi? Le bio c'est produire une agriculture sans traitement chimique et produire une agriculture sans fertilisant d'origine fossile, uniquement d'origine organique. Donc les enjeux au niveau du bio, c'est garder des parcelles propres. Parce que si derrière on produit du blé avec trop de graines étrangères, vous allez les retrouver dans la farine du blé qui produit votre pain. Et l'autre enjeu, c'est faire une alimentation notamment en azote, puisque c'est ça qui est vraiment le carburant de la plante pour produire un peu de rendement. Et donc avoir des parcelles propres et avoir une alimentation azotée de la plante. La luzerne, comment elle s'inscrit là-dedans? C'est pas compliqué. Aujourd'hui, elle est considérée comme le pivot numéro 1 pour toutes les fermes qui veulent passer leur ferme en bio. C'est le premier axe majeur. En fait, en général, on implante 3 ans de luzerne. Et lors de cette implantation, nos coopératives de déshydratation vont mettre en place les outils qui sont mutualisés. Et donc, elles vont faucher sur chacune des 3 années 3 à 4 fois de suite dans la campagne, cette luzerne. Et donc, en fait, elles vont également, s'il y avait quelques mauvaises herbes, elles vont également les faucher et surtout les empêcher de pousser, notamment ce type d'herbes qui sont très compliquées à gérer en bio, qui sont les chardons notamment, ce genre de mauvaises herbes. Derrière, elle apporte aussi, du fait de son autonomie azotée, et du fait que ce soit une légumineuse, elle apporte de l'azote, elle est autonome déjà,
Et derrière, elle apporte de l'azote aux cultures suivantes, notamment aux 2 cultures suivantes. En général, on produit du blé derrière. Et ça nous permet de produire un blé donc, qui est propre, qui n'a pas d'adventice. Ça nous permet de produire un blé qui a le bon taux de protéines. C'est ce taux de protéines qui va faire la valeur boulangère du blé. Donc derrière, la luzerne, c'est parfait pour le bio. Et de toute façon, je ne vois pas aujourd'hui, moi, comment je pourrais m'en passer sur mon exploitation. J'en parlais tout à l'heure. On est passé de 10 à 20% de nos surfaces en luzerne en bio. C'est obligatoire. Merci, merci pour cet enthousiasme. Autre question, on parle encore luzerne et réduction du carbone fossile. Est-ce que l'on a des chiffres? Alors je me tourne vers Thierry peut-être. Si vous voulez. En 2005, il y a eu une nouvelle réglementation au niveau des émissions de gaz à effet de serre qui a été mise en place sur le marché européen. La filière luzerne s'était vraiment préparée en amont. Du coup, on a pu optimiser notre réussite. On est arrivé à une baisse de 63% de nos émissions de gaz à effet de serre. Ne croyez pas que c'est du greenwashing quand je vous dis ça. Toutes nos émissions sont comptabilisées et taxées. Donc on sait exactement là où on en est. Pour y parvenir, on s'est appuyé sur 3 axes. Le premier axe, ça a été déjà de réduire en amont, dans nos parcelles, l'eau qui était contenue dans notre luzerne qui était à déshydrater. On a pu faire ça en changeant de type de récolte. Le deuxième axe de réflexion, c'était d'augmenter l'efficience énergétique de nos entreprises. Et le troisième axe, c'était la consommation d'une biomasse durable. Pour 2026, on va encore passer un palier. Notre objectif, ça va être de passer à 80% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2005. Alors, ça peut sembler moins important, ce cap peut sembler moins important que les années d'avant, mais plus on approche des derniers pourcentages, plus c'est dur à obtenir. Pour autant, on ne veut pas s'arrêter là. Actuellement, il y a une vraie politique gouvernementale sur l'aspect vert, et ils mettent en place un plan de relance qu'on appelle vert. On travaille en concertation avec eux et on voit que grâce à ce système-là, on va pouvoir aller plus loin et plus vite. C'est vraiment quelque chose de très très présent dans notre esprit et on y travaille déjà. Il ne faut pas s'excuser éventuellement de faire du greenwashing. Il y a assez d'agribashing pour pouvoir faire un petit peu de green de temps en temps. Autre question sur le plan protéinique de la politique agricole commune 2023. Quelque chose me dit que Olivier, il n'y a aucune raison qu'il passe à côté. Hein. Je vais vous répondre à la question exactement. Donc nous vous avons présenté déjà, et mes collègues l'ont fréquemment cité, l'intérêt de la luzerne dans les rotations en termes de stockage carbone, biodiversité, qualité de l'eau. Néanmoins, le seul marché ne permet pas toujours de rémunérer suffisamment l'agriculteur uniquement par le biais du marché, encore une fois. Donc la culture de la luzerne, depuis quelques années, souffre d'un manque de compétitivité. Donc nous attendons de ce plan protéines qu'il prolonge le bénéfice des aides couplées accordées en 2013, avec par exemple, comme l'a évoqué Thierry à l'instant, le paiement pour services environnementaux, afin de réellement entre guillemets, payer les services apportés à la biodiversité, à la qualité de l'eau et au stockage du carbone. Vous avez le sentiment d'être entendu sur ce point, que ça va dans le bon sens, que le plus gros du chemin est fait, ou c'est là encore comme les derniers pourcentages, est-ce que c'est là encore que tout se joue ? On y travaille activement, effectivement. C'est pas tombé du chapeau. Là encore, on amène des chiffres. On travaille avec les associations pour clairement argumenter notre dossier. Donc, nous avons bon espoir d'arriver à terme au vu des arguments annoncés. Merci. Eric, l'Europe est déficitaire en protéines végétales de manière toujours aussi conséquente. Est-ce que, quelque part, la luzerne peut apporter
une réponse, peut-être pas la réponse. Aujourd'hui, il y a 67 000 hectares de luzerne sur ce territoire, enfin en France. Est-ce que vous avez des limites dans cette croissance et est-ce que vous êtes capable de répondre plus largement à la problématique française en attendant peut-être la problématique européenne? Pardon pour la question un peu longue. Mais... Non, mais vous avez raison, Dominique. De toute façon, l'Europe est déficitaire en protéines. Hein. On importe 60% de ce que nous consommons en protéines en Europe. C'est moins en France. Hein. On importe un peu moins, mais c'est quand même de l'ordre de 50%. La luzerne, c'est une toute petite production. 67 000 hectares, c'est la surface de luzerne déshydratée en France. On doit avoir à peu près 300-350 000 hectares de luzerne. Donc le reste, c'est de l'autoconsommation chez les éleveurs. Oui, on est en capacité d'augmenter. Je pense qu'il y a capacité aussi dans les fermes d'élevage d'augmenter la proportion de luzerne. Il y a capacité pour la luzerne déshydratée. D'ailleurs, il y a des projets. On a des projets aujourd'hui dans des régions où il n'y a pas de luzerne déshydratée pour construire des usines. Des projets, alors là, plus concrets, hein, puisqu'ils vont se faire cette année ou l'année prochaine, d'augmentation de production dans des usines de déshydratation. Donc on est là aussi pour répondre à la demande du gouvernement qui est d'augmenter de 10 points la production de protéines en France. Et nous, de toute façon, on s'engage à le faire aussi, bien sûr. Alors, je viens de voir, les questions ont disparu. J'aurais voulu revoir, il y avait une question sur le programme Apiluse en Champagne-Ardenne, voilà. Est-ce qu'il a déjà commencé, hein, c'est la diffusion de projet Apiluse en Champagne-Ardenne, a-t-il déjà commencé, Benoît? On le met en place pour 2021. C'est quoi déjà le projet Apiluse? Alors, je reformule un peu plus précisément ce que je disais tout à l'heure. Il y a 51 000 hectares de luzerne en Champagne-Ardenne. Et donc, on a mis tous les intervenants autour de la table pour savoir de quelle manière on pouvait faire ce que je qualifiais de cantine alimentaire pour les pollinisateurs notamment. Et donc, on va laisser des bandes non fauchées de 3 mètres de large dans chacune des parcelles, de manière à faire un relais de bol alimentaire pour les abeilles, notamment sur les mois de juin-juillet qui sont les mois les plus compliqués pour les apiculteurs et pour la nourriture des abeilles. Derrière, notre ambition, c'est tout simplement de montrer et aux décideurs politiques et à l'administration quelles sont nos capacités à répondre aux enjeux de la PAC de demain. Voilà. Derrière, on est challengé sur un certain nombre de choses. Il y a des PSE qui existent. On dit voilà, nous, on est capable de faire ça. Derrière, ça demande toute une organisation industrielle. Ça veut dire qu'il y a des pertes de rendement pour l'exploitant. C'est très très compliqué et je ne vous cache pas qu'il y a eu quelques réticences. On a mis tout le monde autour de la table. Aujourd'hui, on y va. Derrière, on veut être reconnu pour ça au travers des PSE. Dernière question, et puis après, on arrivera tranquillement à la conclusion. Traçabilité luzerne, filière courte, voilà, c'est un petit peu le résumé de 2 ou 3 questions. La luzerne, c'est l'exemple même d'une traçabilité réussie. Thierry ? On peut dire ça. Nos coopératives, en fait, de la zone Champagne, on est extrêmement intégrant et intégré. On a un centre de gestion logistique qui est mis en commun pour nous tous. On a une structure de commercialisation qui est mise en commun pour nous tous. Et donc, du coup, on maîtrise très bien notre production et on maîtrise très bien la commercialisation. On sait vraiment, on est en filière courte et on sait très bien retrouver toute la traçabilité sur nos produits. Merci Eric. On arrive tranquillement à la fin de ce rendez-vous. Peut-être déjà dans un premier temps rappeler que le rapport stratégique sera consultable par tous ceux qui le souhaitent sur www.luzerne.org, www.luzerne.org. Avant, en priorité, j'ai envie de dire, peut-être que le ministre, ou en tout cas les membres de son cabinet, ont partagé ce moment avec nous. Si vous vouliez synthétiser, mettre en avant vraiment vos demandes et vos attentes, vous leur diriez quoi ? Je l'ai dit tout à l'heure, et j'en avais parlé à Monsieur le ministre de l'Agriculture quand il est venu dans la Marne il y a maintenant 1 mois. De toute façon, nous accompagnerons ce développement de la production de protéines en France. Là-dessus, il peut compter sur nous. On a la chance d'avoir cette luzerne qui produit jusqu'à 2500 kg de protéines. C'est la championne du monde.
On parle souvent d'une production comme le soja qui est largement derrière donc cette production de luzerne. Donc nous, on en a 2500 kg de protéines à l'hectare. À l'hectare. Donc on est là donc vraiment pour répondre à ce besoin de protéines français. Il faut savoir aussi que la luzerne, donc c'est une petite production, 67 000 ou 350 000 hectares. C'est vraiment une petite production à travers toutes ces productions qu'on peut avoir en France. Et c'est une plante orpheline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas accès à tout ce qui peut être recherche variétale, que ce soit au niveau de l'agronomie. C'est pour ça qu'on a des comités au niveau de Luzerne de France, parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et on a besoin, après, de financement. Donc pour cette recherche variétale, c'est vraiment un appel que je lance au pouvoir public. Aidez-nous, parce que tout seul, même les sélectionneurs ont peu de moyens pour travailler ces choix variétaux. Alors ça peut être une augmentation de rendement, mais pas seulement, ça peut être aussi une augmentation de protéines ou d'autres choses. Voilà, on a vraiment besoin d'être aidé à ce niveau-là. On veut aussi rappeler que nous sommes déterminés pour être vraiment leaders sur la transition énergétique. On a beaucoup travaillé, ça a été rappelé tout à l'heure, et environnementale, mais à chaque fois c'est un coût supplémentaire dans notre prix de revient. Et pour autant, contrairement à d'autres productions, mais plutôt non agricoles, on n'arrive pas à répercuter ce prix de revient sur le marché parce qu'on est en concurrence avec d'autres marchés d'importation. Donc aujourd'hui, on a une aide couplée qui a été rappelée tout à l'heure. Eh bien, on a encore besoin de cette couplée, encore peut-être un certain temps, pour justement que cette culture soit toujours attractive pour les agriculteurs. Et c'est une solution aussi pour conserver tout ce qui est les impacts environnementaux liés à la luzerne. Demain, il n'y a plus de luzerne, on n'entendra plus les apiculteurs. Je sais qu'ils trouvent que notre région, c'est quand même l'Eldorado pour les abeilles. Cette grande région agricole, qui est parfois décriée, c'est l'Eldorado pour les apiculteurs. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de demandes pour venir dans notre région. Et si demain, il y avait une disparition de la luzerne, on aurait aussi cette disparition-là. Et puis, je voudrais aussi lancer un appel là, aux décideurs publics, aux responsables politiques. Venez dans nos fermes, venez dans nos usines, nos coopératives. On veut vraiment échanger avec vous et vous faire comprendre notre quotidien et nos ambitions vraiment pour la France. Merci Eric. Alors, on va se dire au revoir en vous remerciant effectivement tous les quatre. En remerciant la technique, le studio Mazing à Reims, en remerciant Éric Guillemot, le directeur de Luzerne de France, qui travaille dans l'ombre pour que nous soyons dans la lumière. Merci naturellement à vous toutes et à vous tous derrière votre écran. Et puis vous aurez, si vous le souhaitez, ou si vous voulez faire devenir vous aussi des ambassadeurs de la Luzerne, vous pourrez inviter les uns et les autres à aller sur le site YouTube de Luzerne de France pour revoir cet enregistrement. On va se quitter en revenant en vidéo sur le symposium qui s'est tenu à Châlons-en-Champagne il y a 13 mois maintenant. Écoutez, on a tenu notre premier engagement, c'était de commencer à l'heure. On va tenir notre dernier engagement, celui de finir à l'heure, en vous remerciant pour votre écoute, pour avoir pris de votre temps. Et puis, écoutez, prenez soin de vous.